Bonjour à tous. Dans cette nouvelle cassette RCM vidéo, nous allons vous présenter les nombreuses facettes d'une nouvelle discipline qui connaît un engouement certain depuis l'hiver dernier, le vol d'intérieur RC. En effet, si le vol indoor a toujours existé en vol libre, et on connaît les prouesses dans ce domaine, puisque certains modèles de moins de 10 grammes, entoilés en microfilm, peuvent voler des dizaines de minutes, c'est tout récemment que les passionnés de radiocommande se sont intéressés aux évolutions en salle, la miniaturisation des ensembles de radiocommande et de motorisation aidant. Depuis, c'est une véritable frénésie qui semble agiter les modélistes à l'entrée de l'hiver, et cette discipline, encore marginale l'an passé, commence à intéresser de très près les grands fabricants, comme nous l'a montré le dernier salon de Nuremberg. C'est donc dans une immense salle du superbe centre régional des sports de Carvin, dans la banlieue sud de Lille, que nous nous retrouvons pour la première rencontre de la saison 97-98. Organisée par le club des avionneux de Wavrin, avec le concours de ZN-Line et RCM, cette rencontre a été un franc succès, avec une bonne quarantaine de participants et des épreuves en vol rondement menées. Comme vous pouvez le constater, la diversité des modèles est de mise et l'on trouve de nombreuses réalisations personnelles mélangées avec les quelques kits disponibles sur le marché. Au milieu des ultra légers, ma foi tout de même assez peu esthétiques mais heureusement passionnants à faire voler, on trouvait deux magnifiques maquettes, l'Antoinette de Christian Vessière et, pas encore terminé, le Farman HF7 de Giovanni Zamparo, mais nous aurons l'occasion de revenir longuement sur ces deux modèles un peu plus loin. La première épreuve de la rencontre était une course de lenteur, tout à fait spectaculaire, car ces modèles sont capables d'évoluer à une vitesse d'une personne marchant au pas, grâce à une charge à l'air des plus faibles de l'ordre de 5 à 7 grammes au décimètre carré. On voit ici un modèle tout carbone, directement inspiré du Stubenfliege de l'allemand Stefan Dolch, mais fortement agrandi, visiblement très léger. Cet élégant modèle, le Circus, dessiné par Guillaume Didier, a fait l'objet d'un plan encarté dans Looping et a contribué à démocratiser la catégorie. Quant à ce biplan tout en polystyrène, découpé au fil chaud, il s'agit d'un drosophile, issu d'un kit conçu et commercialisé par Jean-Michel Coeur de Bad Modélisme. Il est lui aussi très économique et comme vous pouvez le voir, très maniable. Bien qu'il y ait peu de chances de trouver une thermique en salle, Jean-Michel était également venu à Carvin avec un planeur lancé-main indoor. Mais pour fixer les idées, on peut dire que les avions présentés à Carvin pesaient en moyenne environ 300 grammes et étaient généralement animés par des motorisations fortement réductées, faisant appel à des petits moteurs Mabuchi 180 très économiques, alimentés par des accus de 6 ou 7 éléments de 270 mA. Les hélices sont souvent issues d'avions joués à moteur caoutchouc ou de vol libre, quand elles ne sont pas simplement surmoulées en fibre de carbone sur des hélices de vol électrique classiques. Quant aux cerveaux, généralement de marque E-Tech ou Pro Model, ils font en général à peine 10 grammes. Du côté des variateurs, enfin, les plus répandus, parce que ce sont les moins chers tout en étant fiables, sont les GT Jazz 10 ou 05. Au décollage, le freestyle de Bruno Guitare. Bien sûr, dans le fief de ZN-Line, rien de plus normal puisque ce modèle est commercialisé par l'artisan de Peranchi, pourtant bien mieux connu dans le domaine de la Voltige F3A de haut niveau. Mais avec ce modèle tout en structure dessiné par Benoît Paysan-Leroux, un nom qui est un gage de qualité, il a fait une percée remarquée dans le domaine de l'indoor, d'autant plus qu'à 169 francs, ce kit est vraiment à la portée de tous. Beaucoup plus cher, certes, mais prêt à voler, voici le Blériot, qui n'a qu'un lointain rapport avec Louis, mais qui a été le premier kit d'indoor sur le marché. Il est distribué en France par Sopedra. Deux nouvelles versions de ce modèle sont apparues cette année à Nuremberg d'ailleurs. Le vol indoor a ceci de particulier qu'il permet de laisser libre cours à son imagination, car les modèles sont peu onéreux et rapides à construire. On n'a donc aucune appréhension à les faire voler. Parmi les modèles personnels les plus remarquables, on peut citer ce biplan en tandem qui deviendra triplan par la suite, et l'autogire de Philippe Dubois qui ne parviendra pas à décoller mais qui nous aura bien fait rire. Philippe Dubois que l'on retrouve ici dans l'épreuve de lenteur avec son freestyle au fuselage verni style antique. Vous aurez bien sûr tous reconnu ces deux moines, véritables bénédictins du modélisme, Benoît et Christophe Paysan-Leroux, qui prouvent encore une fois qu'ils ne s'intéressent pas qu'à leur discipline de prédilection, le F3A, mais sont de vrais touche-à-tout, loin de privilégier l'élitisme. Mais il n'empêche que Christophe ne peut plus échapper à sa condition de star de la voltige, et qu'il doit se soumettre aux immanquables séances d'autographes, ce qu'il fait toujours avec beaucoup de gentillesse.
Bien entendu, il va de soi que Christophe, qui effectue depuis de nombreuses années des exhibitions en vol d'intérieur au salon de la Porte de Versailles, mais dans une enceinte autrement plus spacieuse, n'avait qu'une envie, réaliser de la voltige de chambre. A cet effet, il a conçu un modèle à aile médiane et profil biconvexe, dont le longeron a la particularité d'être un tube de balsa roulé. Je vous laisse admirer le travail. Quant à Benoît, dans un style totalement différent, il a vraiment laissé tout le monde pantois dans l'épreuve de lenteur, en faisant faire du surplace à son freestyle, totalement de série. Mais croyez-moi, il est capable de faire ça avec n'importe quel modèle. Et bien que cet avion ne soit pas vraiment conçu pour cela, il n'a pas pu s'empêcher de faire quelques acrobaties et à donner des frissons dans le dos lui non plus. Les fidèles lecteurs de RCM auront reconnu le Cupidon de notre chroniqueur et néanmoins ami Gérard Jumelin, artiste dans l'âme et poète à ses heures, à moins que ce ne soit le contraire. Présenté il y a déjà plus d'un an dans RCM avec son plan encarté, ce modèle était l'un des plus légers de la rencontre avec sa masse de 130 grammes et ses 5 grammes au décimètre carré. La propulsion est assurée par un moteur Weiss Technique induit en cloche, le DC524 Reducté 751, le variateur est un Eno Young et les servos sont des Weiss Techniques de 2,9 g. Mais le plus remarquable reste la structure en lamellé-collé qui a nécessité de nombreux gabarits d'assemblage. Une chose est sûre, quand on aime on ne compte pas les heures de construction. Mais le résultat est vraiment superbe, et tranche d'autant plus avec la majorité des indoors construits à la va-vite que le balsa est coloré avec des encres Pantone qui ajoutent indéniablement un plus à la silhouette du modèle. Gérard, qui fait preuve d'une créativité bouillonnante, ne pouvait évidemment pas en rester là. Et comme nous allons le voir maintenant, il a fait beaucoup plus fort depuis. Voilà, ça c'était un projet que j'avais proposé à Jean-Marie, une Orten conventionnelle si on peut dire, avec des élevons. Hein, et un jour il est revenu avec un modèle plus pointu, plus original, alors j'ai abandonné ce projet-là. Et on a décidé de faire son idée à lui, qui était le bord d'attaque qui pivote et qui entraîne par le saumon la déformation de l'aile. Voilà, donc les nervures sont fixes seulement là, au centre. La structure est rigide, bien rigidifiée au milieu de l'aile et c'est un simple jaune carbone de 1 mm à l'arrière qui tient les queues de nervures et qui fait l'évolution du profil. Voilà, cabré, ça remplace les ailerons. Voilà. Et on peut ajouter que les nervures ici vers l'extrémité de l'aile sont flottantes. Comme les côtes flottantes. Comme les côtes de la cage thoracique. Nous avons fait fixer l'envergure avec la longueur des tubes qui sont disponibles dans les magasins de cerfs-volants pour essayer de limiter la gâche au minimum. Et ce qui nous a amené à concevoir une machine de 1,30 m d'envergure, 26 décimètres carrés, et le poids auquel nous arrivons, c'est 125 et 130 grammes. Et le moteur, c'est un moteur VS Technique, et on utilise des servos de 9 grammes dans mon cas, et des servos HS60 de high-tech qui font 14 grammes dans le cas de Jean-Marie. Le variateur est un variateur conçu par Jean-Marie Piednoir, autour d'une puce programmable, ce qui limite beaucoup le nombre des composants. Et c'est un tout petit variateur qui fait 1,5 g et qui est presque plus petit que la prise qui permet de le raccorder. Alors on voit que l'hélice de Jean-Marie a été faite dans l'urgence, moulée sur une bouteille, grâce à un programme qu'il a aussi écrit, qui permet de concevoir et de fabriquer des hélices, alors que moi j'ai choisi le tout carbone vendu fort cher par Weiss Technique, mais qui est assez efficace. Et la différence entre nos deux motorisations, c'est que moi je suis réduit à 12 pour 1 et lui à 7,5 pour 1. Mais il suffit d'avoir l'hélice adaptée. D'ailleurs l'hélice là, elle est un peu petite par rapport à la propulsion théoriquement. Mais bon, c'était ce qu'on avait en... Il n'y a pas trop de problème quoi, au niveau de la propulsion. Du moment qu'on reste assez peu chargé. Alors aux essais, on s'est aperçu qu'on avait estimé un centrage environ 20 mm en avant de celui qui s'est révélé le correct. Et comme sur ce genre d'appareil, 1 ou 2 mm de centrage, ça change assez fortement le comportement quand on est près du centrage optimum.
On a eu quelques ennuis au départ, mais tout va bien maintenant. Elles sont encore vivantes. Et elles n'ont pas fini de faire des petits. Non content du succès de la Horten réalisée avec son complice Jean-Marie Piednoir, ce diable d'homme de Gérard Jumelin nous avait réservé une seconde surprise. Voilà, 150 grammes d'insomnie et de raid débile. Voilà, ça a été fait exactement en même temps que la Horten. En attendant que Jean-Marie se décide à faire la sienne, j'avais commencé la twisteuse et il n'en finissait pas de commencer sa version de son propre modèle. Et alors en attendant, je me suis permis de faire un... À l'origine c'était un monoplan, puis après je me suis dit on peut le faire en biplan, triplan, et puis il y a un pouce au crime qui m'a dit allez triplan. Alors j'ai fait triplan. Et ça pèse juste 150 grammes avec un gros récepteur de 25 grammes et des accus de 50 mAh, 7 éléments, un moteur VS technique, réducté à 7,5 pour 1. Je crois que si je mettais un petit récepteur, je mettrais des plus grosses batteries et ça ferait toujours le même poids. Mais aujourd'hui, je n'avais en disponible qu'un gros récepteur de 25 grammes, donc j'ai mis des petits accus. Mais ça va changer. C'est un film de 2,2 g sur les ailes et sur la queue. Voilà, c'est le même. Il n'y a que 3 nervures différentes par l'aile. Et l'aile d'ailleurs a la même forme que le stab, en fait. Et toute la structure de la dérive et de la queue, au moins une grande partie est renforcée avec des bandes de carbone d'1 dixième du matériel qu'on trouve pour le vol libre, qui se coupe au cutter et qui se colle à la colle cyano, qui pèse très peu, et qui après c'est béton le lamellé-collé. Après ce long intermède sur 2 modèles exceptionnels, revenons au concours avec la précision d'atterrissage, une épreuve qui, comme vous allez le voir, demande une précision millimétrique. En effet, si le but initial était de se poser sur une cible de 30 cm de diamètre, il s'est rapidement avéré que pour départager les concurrents, il fallait prendre des mesures au centimètre près. Bien sûr, cela dénote une qualité certaine de la part des pilotes. Mais c'est aussi le reflet des capacités tout à fait particulières de ces modèles ultra légers, certes, mais dont la finesse n'a vraiment rien d'exceptionnel, puisqu'on peut l'estimer à vue de nez entre 1 et 4, peut-être un peu plus pour certains, mais pas beaucoup. Ils ont donc un taux de chute extrêmement élevé, et on peut ainsi facilement estimer leur point de chute, d'autant plus qu'il est aisé de moduler leur vitesse en tirant à la profondeur sans grand risque de décrochage. Il est bien évident qu'à ce petit jeu, les frères paysans Leroux ont encore été une fois imbattables. Benoît a choisi une technique bien particulière. Montant le plus haut possible, il descend en plané, ce qui lui permet d'avoir la vitesse la plus faible possible, qu'il contrôle uniquement avec l'assiette du modèle, pouvant éventuellement allonger un peu en remettant les gaz en cas de besoin. Le but de la manœuvre est d'arriver au-dessus de la cible avec le minimum de vitesse. En tirant à fond à la profondeur, on décroche alors exactement au-dessus et on parachute à la verticale. Vu la faible hauteur et la faible masse de ces modèles, c'est évidemment sans conséquence et évite de rouler en dehors de la cible. Quant à Christophe, qui vole bien évidemment sur un freestyle lui aussi, il utilise exactement la même technique, mais avec une précision encore plus redoutable. Le modèle semble réellement aimanté par la cible, c'est assez incroyable. Une petite astuce au passage, quelques pilotes avaient eu la bonne idée de bloquer les roues de leur modèle, puisque ce n'était pas interdit par le règlement. Et oui, en concours indoor comme dans toutes les compétitions, la première chose que font les concurrents c'est d'exploiter ses faiblesses et ses omissions. Et voilà encore un carreau à rendre jaloux les amateurs de pétanque. L'épreuve suivante était celle dite du passage de la porte de feu. Le but de la manœuvre étant de passer le plus grand nombre de fois possible dans un temps donné à travers ce cadre fait de balsa et de flammes en polystyrène. Inutile de vous dire que c'est, vous le comprendrez aisément, l'épreuve la plus destructrice pour les modèles. Mais heureusement, comme dans toutes les rencontres indoor organisées à ce jour, nul n'était obligé d'y participer. Il n'empêche que certains concurrents, comme par exemple Jean-Marc Jay, s'en sont fort bien tirés.
Parfois, même en réussissant à passer un bon nombre de fois sans problème et en se présentant bien devant la porte, on arrive à se louper, n'est-ce pas Philippe? Mais malgré les apparences, le modèle sera réparé en quelques minutes. C'est encore un des avantages des indoors. Et puisqu'on en est à parler des multiples avantages de ces modèles, on peut aussi mettre en avant leur parfaite sécurité. Il n'y a quasiment aucun risque à se blesser en cas de collision avec eux du fait de leur faible masse et de leur faible vitesse, ce qui permet de les faire évoluer dans un environnement ouvert, sans protection particulière pour le public. C'est en tous les cas vrai aujourd'hui, et il faudra prendre bien garde à ce que l'évolution future de ces modèles ne les entraîne pas à être de plus en plus rapides et de plus en plus lourds. Ce sera vraiment à l'encontre de toute la philosophie du vol d'intérieur. Et oui, pour une fois, Christophe Paysan-Leroux ne sera pas premier, et finalement, sans vouloir lui faire de peine, c'est tant mieux. Ça le rend un peu plus humain, notre extraterrestre du pilotage. En fait, le secret ici, c'est de ne pas confondre vitesse et précipitation. Mieux vaut faire un grand tour pour s'aligner de loin que de vouloir couper au plus court pour passer la porte en virage permanent. C'est pourtant bien évidemment ce que sont tentés de faire les meilleurs pilotes, puisque cela fait gagner beaucoup de temps. Mais là, visiblement, ça ne marche pas. Mais heureusement, comme je le disais plus haut, les réparations sont toujours très rapides, et en quelques minutes, alors qu'ils paraissaient salement endommagés, les modèles sont prêts à partir au combat. En fait, l'outillage nécessaire est suffisant si vous désirez participer à un concours indoor de ce genre, c'est un cutter, de la Sciano et son accélérateur, quelques bouts de balsa et un peu d'entoilage. Rien de plus car les dégâts ne sont jamais très importants. Et parfois les modèles sont même plus solides que l'anneau de feu, n'est-ce pas monsieur Novik? Passons maintenant à l'épreuve de l'atterrissage sur table, qui s'apparente un peu à un appontage sur un porte-avions. Épreuve qui est loin d'être aussi facile qu'il y paraît, comme vous allez pouvoir le constater. Là encore, il s'agit de se poser, modèle totalement immobilisé, le plus grand nombre de fois possible sur la table dans un laps de temps donné. Mais bien rares sont les pilotes qui ont réussi le coup plusieurs fois d'affilée. Quand je vous aurais dit que ce modèle appartient à Benoît Paysan-Leroux, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il a remporté haut la main cette épreuve. Précisons qu'il a perdu une roue au cours du vol et que ce n'était pas prémédité. Même si ça l'a bien aidé, il n'avait vraiment pas besoin de ça pour remporter la manche, tant il excelle dans ce genre d'exercice. Évidemment, une fois qu'on a vu Benoît se poser 10 fois de suite sur la table en 1 minute, on a du mal à comprendre que les autres n'en fassent pas de même. On peut pourtant vous assurer qu'il n'y a rien de plus difficile, et réaliser un touch and go sans sortir de la table est déjà une belle réussite. Quand on rate la cible et que l'on percute le bord de la table, il y a encore parfois quelques bobos, mais toujours sans grande gravité. Une jambe de train arrachée ou un axe d'hélice cassé, ça va rarement plus loin. Philippe Dubois a profité de ce tremplin improvisé pour faire une dernière tentative de décollage avec son autogire, mais malgré les ballons gonflés à l'hélium, rien n'y a fait. La dernière épreuve comptant pour le concours était enfin le fameux tourniquet infernal. Le but tourner autour de soi le plus grand nombre de fois en 1 minute. Pas très difficile a priori, cette épreuve est pourtant l'une des plus appréciées du public, car elle est finalement assez spectaculaire, les modèles évoluant sur la tranche à quelques centimètres des pilotes.
Certains font preuve d'une belle maîtrise, car ne croyez pas qu'il soit si simple de maintenir son modèle en virage aussi serré sans qu'il dévie sa trajectoire. Il faut vraiment le piloter en permanence et réagir instantanément à ses moindres écarts. Ça tourne infiniment plus vite qu'en vol circulaire, et l'on ne voit plus du tout l'arrière-plan, ce qui fait perdre toute référence. Évidemment, je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'encore une fois, les débats ont été survolés par les deux frères paysans Leroux. Mais si Benoît a fait preuve d'une décontraction absolue, comme à son habitude, Christophe, très concentré, l'a battu à plate couture, bien qu'il ait frôlé le sol à maintes reprises. Évidemment, dans ce genre d'épreuve, le risque que courent les pilotes, c'est de succomber au tournis, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Mais pour certains, ce genre d'épreuve était bien trop simple. Alors terminons en apothéose avec ce tourniquet infernal à 3, où l'on retrouve Guillaume Didier, Bruno Guittard et Antoine Lomberti dans leurs œuvres. Ces trois-là savent mettre de l'ambiance. Comme tout concours qui se respecte, cette sympathique rencontre s'est terminée par une remise de prix richement dotée par RCM, ZN9 et les établissements Leclerc de Carvin. Mais ne croyez pas que ces résultats étaient si attendus que cela par les concurrents. En fait, tout le monde était venu là avant tout pour s'amuser, le concours n'étant qu'un prétexte pour se rencontrer. Je ne vous donnerai donc pas le classement qui n'a rigoureusement aucune importance. Ainsi s'achève donc la première rencontre indoor de la saison 97-98 par une traditionnelle séance de photos de famille où personne ne voulait être absent. Cela fera un excellent souvenir de ce week-end mémorable. Pas de doute, nous aurons tous beaucoup de plaisir à revenir ici l'hiver prochain, car vous vous en doutez, rendez-vous est déjà pris. Bonjour, bienvenue aux ACP, aux ailes de Cormeilles en Parisis. Voici la première rencontre de modèles réduits indoor qui se déroule au sein de ce club. Donc nous sommes au gymnase Émile-Lépré de Cormeilles en Parisis. Ce club possède aussi un terrain, donc à 20 km de Paris, c'est assez appréciable de pouvoir faire voler des 2 temps, des 4 temps et ainsi du vol électrique. Donc cette rencontre se déroule sur 2 jours. Nous avons aujourd'hui le samedi avec des modèles maquettes, puisqu'aujourd'hui se déroulait le concours maquette. Et demain, on va faire des festivités un peu plus, je dirais, ludiques, avec des passages sous banderole, des vols avec des ballons gonflés à l'hélium. Nous allons aussi faire des atterrissages sur des tables, enfin tout ce qui concerne le modèle réduit indoor. Nous avons aussi la chance d'avoir un pilote belge qui a conçu un petit hélicoptère de 99 grammes, donc un cadre international pour cette rencontre de Cormeilles en Parisis qui, très certainement, va se redérouler l'année prochaine. Merci pour cette introduction Julien, mais comme nous venons de voir les épreuves de la rencontre de Carvin, et qu'elles se ressemblent beaucoup, nous allons plutôt ici nous concentrer sur la description de quelques modèles, plus ou moins originaux et complexes, mais tous très représentatifs de ce qu'il est possible de faire en indoor. Avez-vous reconnu ce modèle? Eh bien non, malgré les apparences, il ne s'agit pas là d'un kit de Blériot, mais d'un modèle personnel qui s'en inspire évidemment beaucoup. Il y avait à Cormeilles de très belles réalisations comme cette excentrique, qui tire bien évidemment son nom de la position excentrée de son pylône support d'aile. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que son constructeur, Gérard Ambroso, est un grand spécialiste du vol libre et qu'il a participé entre autres à de nombreuses coupes d'hiver. Notez les petites lamelles de carbone qui renforcent la structure, vraiment très légère, comme sur le Red Devil de Gérard Jumelin.
Un Blériot issu de kit, en voilà justement un en vol, et encore une fois on voit que c'est un modèle qui vole très bien. Vous noterez le faux moteur qui donne un petit air de maquette à cet avion qui a des formes assez spéciales. Pourtant, une des nouvelles versions proposées par Icarus possède des empennages très différents, et aussi surprenant que cela puisse paraître, il devient alors, avec une nouvelle nacelle en polystyrène moulé, une semi-maquette très ressemblante du grade Heindecker. Nombreux étaient les modèles minimalistes, dont le fuselage est simplement constitué d'une baguette de balsa carrée et d'ailes en polystyrène découpées au fil chaud au profil très creux. Et bien qu'il s'agisse de ce grand monoplan au vol relax qui utilise ici à plein l'effet de sol pour se maintenir en l'air avec un filet de gaz, si l'on peut dire, ou du petit biplan plus nerveux et maniable mais aussi plus chargé et qui demande évidemment un pilotage plus affûté, ce sont tous les deux des semi-kits produits par Batmodelism qui restent le seul sur ce créneau des indoors très bon marché. En effet, à environ 200 francs le kit, difficile de faire moins cher, et comme Jean-Michel Coeur sait de quoi il parle, on a pu le voir évoluer tout à l'heure avec son drosophile à Carvin, et propose des motorisations adaptées, il n'est pas étonnant que ces modèles connaissent un certain succès. Grâce à lui, l'Indoor est vraiment à la portée des plus jeunes. Et en plus, bien qu'ils se tortillent dans tous les sens dès qu'ils accélèrent un tout petit peu, vous allez voir que ces modèles sont pourtant pratiquement indestructibles. Gain de poids oblige, le train du drosophile est encore des pianos de 1 mm, mais afin de limiter sa souplesse, qui ferait toucher l'hélice lors des atterrissages, la plupart des modélistes le haubanent simplement avec du fil. On l'a vu à Carvin en biplan tandem, le revoilà en triplan avec un vol encore plus pépère, dont la vitesse n'excède pas celle d'un homme marchant au pas, et d'une stabilité incomparable. Vous noterez que le train de ce modèle vraiment original est là encore constitué d'une corde à piano très fine, mais arc-boutée en deux demi-cercles, ce qui lui donne une souplesse et un pouvoir d'amortissement tout à fait remarquables. Une excellente idée à retenir. Quant au fuselage, il est constitué d'un tube en carbone de diamètre 4 que l'on se procure facilement en magasin de cerf-volant. Les modèles issus des plans carté RCM ou looping ont indéniablement du succès, et ce Dragonfly, même légèrement modifié, en est la preuve. Il faut dire qu'ils sont maintenant très nombreux. Vous noterez donc sur celui-ci les nervures croisillonnées ainsi que les deux longerons qui renforcent considérablement l'aile. Ce Pou du ciel, construit à l'origine en vol libre, appartient à Jean-François Baudet. Comme sur le vrai, la commande de profondeur est assurée par la variation de l'incidence de l'aile avant. Ce superbe exercice de construction, dont le fuselage rappelle celui du Mini Baron, il semble d'ailleurs utiliser le capot moteur de cet avion, mais dont l'aile haute assure une meilleure stabilité, est l'œuvre de la famille IV. Là encore, les noyaux en polystyrène proviennent de chez Batmodelism. Difficile de reconnaître un Dragonfly, indoor dessiné par Guillaume Didier et objet d'un plan carté RCM l'an passé, dans ce modèle aux oreilles très relevées. En fait, Arnaud Bossard et Jacques Colessot, qui sont venus de Cholet uniquement pour participer à cette rencontre en partant à 5 h du matin de chez eux, il faut le faire, avaient ainsi modifié leurs avions pour les rendre plus manœuvrants et effectuer des vols dans une salle d'exposition de petite taille l'hiver dernier. Visiblement, ils avaient déjà beaucoup volé avec, et la libellule de Jacques n'a pas supporté les contraintes d'une rencontre où il faut voler en évitant les autres. Mais comme il le dit lui-même, voilà une bonne occasion d'en remettre un nouveau en chantier. En tous les cas, c'est sympa d'être venus les gars. Les organisateurs, Julien Cucheper en tête, bien que n'ayant jamais piloté ce genre de modèle, avaient tenu à participer. Comme beaucoup, n'ayant pas le temps de construire, ils se sont également tournés vers les modèles de Batmodelism. Il est intéressant de noter que Julien avait retaillé l'extrémité des ailes en trapèze afin d'augmenter un peu la maniabilité. La motorisation est assurée par un Mabuchi 180 réducté 1.6 avec des pignons Conrad. C'est on ne peut plus classique.
Quant à l'équipement radio, il est standard pour ce genre de modèle, avec des accus de 270 mAh, des cerveaux New Power de 9 grammes et un récepteur 4 voies SIM propre. Évoluant dans un mouchoir de poche, voici le Freestyle ZN9 du rédac-chef de Looping, Laurent Berlivet, qui avec son complice Guillaume Didier a réinventé la course à la banderole en attachant à celle-ci un ballon gonflé à l'hélium. Spectacle et crise de rire garantie. Bien qu'il ne soit visiblement pas fait pour cela, Guillaume ne pouvait se contenter de faire évoluer son nouvel indoor à plat et a tenté à peu près toutes les figures de voltige réalisables avec un 2 axes. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, et il cracha non pas une mais plusieurs fois. Ne croyez pas qu'il se soit découragé pour autant. Cet exceptionnel travailleur manuel, il est en effet maroquinier chez Hermès, a récupéré tous les petits morceaux et les a patiemment recollés ensemble pour reconstruire son modèle comme neuf. Avec seulement un tube de cyano et un peu de papier de verre, il faut le faire. Humiliation. Ça repart dans pas longtemps. Donc c'est une base de Circus, donc l'aile, les empennages. J'ai modifié le fuselage, je l'ai rallongé quelques centimètres. Il est complètement fermé, j'ai rajouté des entrées d'air. Donc j'ai surbaissé l'aile pour avoir plus de maniabilité. Et donc j'obtiens un très bon modèle pour se défouler, qui passe boucle tonneau plus ou moins barriqué. Et au niveau des commandes profondeur direction, tu as fait un truc un peu spécial. Toutes les commandes sont par câble vol circulaire. Et elles sont tendues sur un renvoi et non sur la tête de cerveau, ce qui évite de forcer le cerveau. Le cerveau, je peux mettre des tout petits, ce qui me permet de gagner quelques grammes. Et le cerveau a moins de contraintes et je préserve le matériel. Il pourrait s'appeler le tout en carbone, mais en fait il s'agit de la Morissette de Jean-Loup Maurice, qui est venu tout spécialement de Lyon. Le fuselage triangulaire, comme vous pouvez le voir, est constitué d'un treillis de jonc de carbone, diamètre en 1 mm, collé à la cyano et à l'époxy, tout comme l'aile. Les roues à rayons sont de fabrication personnelle, les rayons étant constitués de fils. C'est hyper léger et très solide. Quant au look que cela donne, il est indéniablement rétro. La radio est constituée de deux cerveaux Weiss Technique de 2,9 g, le récepteur étant un Pico 4 voies et le variateur un Weiss Technique également. La motorisation est d'ailleurs issue du même spécialiste allemand, importé par Sopedra, tout comme la fameuse hélice surmoulée sur la Camprop Gropner. Les gouvernes de l'empennage, aussi bien horizontales que verticales, sont pendulaires, ce qui est assez courant sur les indoor, car cela simplifie la construction et par là même fait gagner du poids, ce qui est toujours le bienvenu sur l'arrière d'un fuselage. Comme vous pouvez le constater, ce modèle qui pèse tout de même ses 150 grammes vole très lentement et semble très sain. Un certain classicisme dans les proportions, avec un bon dimensionnement des empennages et un dièdre conséquent sont les secrets de la réussite. Mais les indoors permettent aussi, on l'a vu, d'innover. Et c'est ce que n'a pas manqué de faire Monsieur Novelli avec ce biplan plein d'astuces et dont le design est pour le moins surprenant, comme d'ailleurs celui de tous les modèles créés par ce modéliste discret mais plein d'imagination.
Sachez que M. Novelli est avant tout un spécialiste du bateau, ce qui explique peut-être le choix de la toile de spi pour l'entoilage des ailes et la forme en voile de jonque de la dérive. Toujours est-il que le montage du moteur sur un pylône, ainsi que celui des ailes sur un mât placé au bord d'attaque, semblent a priori farfelus, mais sont en fait mûrement réfléchis. Le moteur surélevé protège l'hélice, et le pylône de l'aile, tel qu'il est placé, simplifie grandement la structure de celle-ci et permet un démontage rapide. Quant au train amorti par élastique, il est destiné à encaisser les atterrissages les plus brutaux, ce qui peut toujours arriver, bien qu'il soit la plupart du temps sans conséquence vu la masse et l'inertie des modèles. Ce biplan dégage d'ailleurs une impression de solidité assez peu courante sur un indoor. Monsieur Novelli ne pilote pas lui-même, c'est donc Julien Cuichepert qui a eu le privilège de faire le vol inaugural de ce modèle, et vous pouvez le constater, il l'a tout de suite eu en main. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un modèle particulièrement léger, mais il se contrôle parfaitement, et quoi qu'il vole un peu vite par rapport à la plupart des indoors plus classiques, ça n'a vraiment rien de choquant. Vous remarquerez le vrillage négatif, mais bien sûr symétrique des ailes, qui ajoute grandement à la stabilité remarquable de ce modèle. On retrouve bien sûr le Cupidon de notre chroniqueur Gérard Jumelin, qui reste un modèle remarquable par la qualité de sa construction et le raffinement de sa structure. Au milieu du fuselage, les deux cerveaux Weiss Technique semblent perdus, et pourtant, c'est en partie grâce à eux que ce modèle ne dépasse pas les 130 grammes. Légèreté qui se traduit en vol par une vitesse d'évolution très faible et une grande sensibilité au moindre courant d'air, mais de cela Cupidon s'en fout. Revoilà également le Red Devil, mais cette fois-ci l'hélice d'avion jouet a été remplacée par la Weiss Technique carbone au rendement visiblement très nettement supérieur. La motorisation DC524, qui propulse le Cupidon avec un filet de gaz, doit ici être utilisée à fond, non pas à cause de la masse supplémentaire, 20 grammes seulement, mais à cause de la traînée des trois ailes. Il faut savoir que ce petit moteur à induit en cloche n'aime pas trop ce traitement, et on aura peut-être tout intérêt à le remplacer par un Mabuchi, plus lourd certes, mais aussi bien plus rustique et économique. Pas de problème, à 5 grammes au décimètre carré, on peut se le permettre. Une autre aile Horten faisait ses premières armes à Cormeilles. Hortense, puisque tel est son nom, a été conçue en un rien de temps par Jean-Michel Yvet, après qu'il eut tâté les manches de la twisteuse de Gérard Avissou. Mais contrairement à la plupart des modèles indoor, et en particulier à la twisteuse, l'aile de Jean-Michel possède un vrai profil entoilé sur les deux faces. Avec son accu 7 éléments de 110 mAh, cette aile de 1,20 m d'envergure ne pèse que 165 grammes, ce qui est fort peu finalement. La motorisation est assurée par un moteur très économique qui change un peu des sempiternels Mabuchi. On le trouve pour 15 francs environ chez certains distributeurs d'électronique sous le doux nom de MK426A Made in Taiwan. Avec des pignons Conrad donnant une réduction 1 pour 8 et une hélice 20-28 de vol libre, vous obtenez alors un groupe motopropulseur pas poussif du tout. Nous voici arrivés au moment du jugement statique des maquettes, effectué avec grand sérieux par le seul Julien Cuichepert, après que nous eussions tous décliné son offre de faire partie du jury. Le pauvre, il a été le seul à prendre le risque de se faire scalper. Je plaisante bien sûr, car il s'agissait d'un concours bon enfant, et en fait personne n'a apporté une grande importance au classement, même si tous les concurrents étaient très fiers de leur réalisation. Il y avait de quoi d'ailleurs, et c'est avec une certaine impatience que nous avons attendu le déballage des petites merveilles, au premier rang desquelles le fantastique Farman de Giovanni Zamparo, entrevu en cours de construction à Carvin. Laissons-le nous présenter son chef-d'œuvre. Voilà, bonjour, je me présente, Giovanni Zamparo. Alors j'ai entamé début du mois de novembre la construction du Farman MF7, des avions Maurice Farman, quand ils étaient séparés. Les deux frères Henri Farman et Maurice Farman se sont séparés. Maurice Farman a lancé la fabrication de ce 16 Kiplan, donc vers les années 14-18. Il a servi entre autres pour des opérations de mitraillage au sol, de bombardement, d'observation. Alors cette construction
elle a été faite en partie mixte pour avoir la rigidité nécessaire à la structure de l'ensemble. Donc les longerons sont tous en jonc de carbone. Les nervures sont elles en balsa, découpées à la commande numérique. Les ailerons donc, et leurs bords de fuite principalement sont découpés aussi à la commande numérique. Les ailerons sont actionnés par le biais d'une barre de torsion et aidés par les différents haubans servant à tenir un peu le bord de fuite parce que bon, vous vous doutez que l'ensemble est très souple. Voilà donc l'ensemble de la structure mixte carbone-balsa et les haubans, pour raidir tout ça, sont en fil polyester qui sur de courtes distances sont très peu extensibles comme ça et surtout très stables. Leur élasticité permet d'être toujours tendue, sachant qu'il faut quand même un effort assez important pour pouvoir tenir l'ensemble en position. Alors la nacelle, elle aussi structure mixte, entoilée pour les flancs qui sont développables et pour le dessus en résine, en fibre de verre plus résine. Également pour le sabot avant, qui pivote, car à l'époque il devait permettre de dégager la vue vers le sol pour des opérations de mitraillage et la précision en bombardement. Le moteur, quant à lui, c'est un moteur Mabuchi à l'origine, qui est masqué en V8 Renault, qui était utilisé à l'époque sur cet avion. Donc pour la construction du faux moteur, je suis parti sur de simples cylindres en papier roulé, sur lesquels j'ai enroulé donc, le même fil polyester, qui a servi beaucoup sur l'avion en général, et qui a servi à simuler les ailettes. Là-dessus, une petite peinture pour vieillir un peu l'ensemble, et l'illusion est correcte. Voilà. Sinon, pour les flancs de fuselage, entre guillemets, c'est-à-dire les longerons allant jusqu'au stabilisateur, il s'agit de 2 lames de balsa contre-collées pour avoir un peu plus de raideur avec les fils légèrement croisés, non pas croisés à 90 degrés mais à 5-10 degrés pour donner un peu de raideur. Et à l'endroit où on vient encastrer les mâts de ces flancs justement, la lame du bas seule a été percée au diamètre du jonc de carbone. Et pour éviter de poinçonner la lame supérieure, entre deux, un petit carré de papier avec une goutte de cyano a été mis, comme ça on évite de poinçonner tout ça. Donc tout est ligaturé au fil. Pour le stab, rien de particulier vis-à-vis de l'aile. Il est en structure lui aussi. Maintenant pour le train. Le train, comme les saumons, ont été fabriqués sur gabarit en lamellé-collé. Les roues, quant à elles, il s'agit tout simplement d'une âme en balsa, sur lesquelles 2 flancs thermoformés en plastique sont ajoutés de chaque côté. Donc l'ensemble est bien rigide pour des roues Diabolo. Malheureusement, il n'a pas pu être monté souple, parce que les Diabolo ayant une voie très étroite, j'aurais pas eu de stabilité dans l'axe. Voilà. Et le tout a été assemblé donc, pour respecter la géométrie avant entoilage, assemblé au banet avant entoilage sur gabarit, donc pour positionner l'aile supérieure, l'aile inférieure et le plan fixe du stab. Donc une fois tout ça assemblé, l'entoilage a été fait au papier japon, enduit nitrocellulosique dilué à 50% avec quelques gouttes de vernis de l'azur teint de chêne pour donner l'aspect vieilli. Et puis voilà le résultat. Pour l'instant, il n'a donc pas volé. Pour l'instant, il n'a pas encore volé, il a fait un saut de puce. Voilà, justement. Attends, on va interrompre là. Ouais. Donc les inconnus au niveau de cet avion, pour l'instant, c'était la faible surface de dérive, donc une stabilité enlacée qui aurait pu être douteuse. Ce matin, on a réussi à faire un petit saut de puce de 5 à 10 cm et le taxiage au sol a permis de vérifier que les dérives en fait réagissaient suffisamment bien. Bon, ça risque d'être un avion qui volera peut-être un peu vite pour pouvoir rester dynamique, surtout avoir une bonne réaction à la dérive et une bonne stabilité. Mais dans l'ensemble, ça paraît encourageant et j'espère que d'ici 2 semaines, il aura vu l'air. Voilà. Jean-François Baudet a fait une tentative, vite avortée d'ailleurs, pour faire voler ce minuscule Tiger Moss issu d'un kit AKR de vol libre destiné à un moteur CO2. Vraiment tout petit, le modèle pourrait sans doute voler en extérieur, mais à une vitesse d'évolution incompatible avec le vol d'intérieur.
Cette magnifique Antoinette, dont les détails sont poussés à l'extrême, a été la première maquette indoor fabriquée en France, puisqu'elle était apparue, à notre grande stupéfaction, à la première rencontre que nous avions organisée l'an passé à Chelles. Œuvre de Christian Vessière, ce modèle d'1,45 m d'envergure pèse 400 grammes. La motorisation est assurée par un Speed 300 réducté 6:1 avec une hélice modèle Avia jaune. La queue de propulsion est un 7 éléments de 220 mAh, le récepteur est un Gropner MC15, les cerveaux sont des E-Tech HS80, également très répandus sur les mini-modèles, quant au variateur c'est un Jazz 05. Pour Cormeil, Christian qui aime décidément les avions rétro nous avait réservé une nouvelle surprise de taille. Décidément, voilà un modéliste que la difficulté motive. Okay. Bon, je m'appelle Christian Vessière, donc j'ai réalisé ce modèle qui est l'Antoinette monobloc de 1911, qui est un avion précurseur pour son époque, qui a été fait pour un concours d'aviation militaire, dans le but de faire des avions très performants, et il a été le premier avion à ne pas avoir de bannage extérieur. Donc la maquette est au 1/12e, elle mesure 1,30 m d'envergure pour un peu moins d'1 mètre de long et pèse 480 grammes en ordre de vol. C'est une motorisation classique, un équipement classique d'indoor, c'est-à-dire un 180 Mabuchi avec une batterie de 370 mAh et des cerveaux de 9 grammes, donc un équipement tout ce qu'il y a de standard. Au niveau de la construction, comme il s'agissait d'un modèle un peu particulier avec une aile très épaisse, il a fallu, changer un petit peu la méthode de construction et ne plus utiliser de nervures pleines et faire une aile creuse. Sinon, le reste, c'est une construction, classique en modélisme, avec un fuselage rectangulaire et un montage en baguette entoilée. L'entoilage, c'est du Little Span, un produit courant en indoor, qui existe en couleur dit antique et qui rappelle un petit peu la toile de l'époque. Et l'équipement, maquette est résumé au poste de pilotage qui est assez simplifié sur ce modèle et aux différentes commandes, ainsi que le pilote qui représente Hubert Latam, qui a été un des constructeurs de cet appareil. Le train d'atterrissage, à l'époque, était assez particulier parce qu'on voulait le caréner et porter un poids qui était très important. Le modèle faisait 1,2 tonne en état de vol et donc le train d'atterrissage comporte 3 roues jumelées et une petite roue à l'avant qui permettait d'éviter un phénomène qui était très craint à l'époque, qui était le cheval de bois, donc passer l'avion sur le nez. Terminé juste avant la rencontre, l'Antoinette monobloc n'avait évidemment pas encore fait le moindre essai de décollage ni même de roulage. Et vous vous doutez bien qu'en l'absence d'aileron et avec une aussi petite dérive, la partie n'est pas gagnée. Cependant, après plusieurs tentatives assez malheureuses à cause d'un calage trop faible de l'aile, les premiers essais de roulage semblent plutôt prometteurs, mais il faudra sans doute mettre une motorisation plus musclée, car l'avion a du mal à accélérer et il nécessitera certainement de grands espaces pour évoluer. Malgré le dièdre, on peut penser que la stabilité ne sera pas un exemple du genre. Mais l'aventure méritait d'être tentée, car cet avion, révolutionnaire pour l'époque, et depuis tombé dans l'oubli, est vraiment magnifique. Histoire à suivre donc. La famille IV est vraiment très prolifique, et visiblement motivée par l'indoor. Après l'aile Horten du fils, voici le Moranage du père, toujours piloté par Jean-Michel. Il s'agit d'une semi-maquette de l'avion ayant effectué la première traversée de la Méditerranée, et reconstruit depuis par l'équipe de l'amical Jean-Baptiste Salis à la Ferté-Alais. Petite astuce, les roues à rayons sont ici figurées en traçant sur un disque de plastique translucide les rayons avec un feutre. L'illusion est parfaite. Sur le modèle, le fuselage a été considérablement aminci et la dérive agrandie. 2 modifications qui ne peuvent qu'améliorer les qualités de vol, ce que l'on a aisément vérifié durant le concours. Didier Gallimand, que l'on voit ici mettre une dernière touche à son modèle, est connu pour son obsessionnelle recherche de la perfection.
Indéniablement, son Orio Pani 1911 est de loin le modèle le plus finement réalisé que j'ai jamais vu dans le domaine de l'indoor. 250 heures ont été nécessaires pour réaliser cette maquette précise au millimètre près. La reproduction du tableau de bord est issue de celle du Sopwith Pop publié dans RCM, évidemment réduite. Quant aux cerveaux, ils sont placés le plus en avant possible afin de compenser le très faible bras de levier, mais comme les câbles de commande sortent aux exacts emplacements de ceux du vrai, il a fallu faire des palonniers relais. Entre autres raffinements, sachez que le faux moteur en étoile a été redessiné cylindre par cylindre en 3 exemplaires avec différents dégradés métalliques afin de pouvoir choisir le plus réaliste, puis ensuite collé sur une mince plaque de contreplaqué solidaire de l'axe d'hélice pour simuler le moteur rotatif de l'original. Sachez encore que l'entoilage a été refait 3 fois pour être parfait sans le moindre repli. Quant au train d'atterrissage, il est constitué d'un lamellé collé de 6 couches de samba et assemblé sur un bâti spécifique. Les flesques de roue sont constituées de papier recouvert de fibres de verre. Le premier vol a été réalisé par Laurent Berlivet, qui s'est immédiatement montré enthousiasmé par les qualités de l'appareil, même s'il nécessitait une toute petite modification du centrage. Inutile de vous le dire d'ailleurs, les images parlent d'elles-mêmes, et l'avion vole réellement avec un filet de gaz, à une vitesse tellement faible qu'il m'a été facile de le poursuivre pour le photographier. Voilà vraiment une superbe illustration de ce qu'il est possible de faire de plus beau en indoor. Terminons ce large aperçu des possibilités du vol indoor avec le clou du spectacle qui nous est venu de Belgique sous la forme d'un extraordinaire petit hélicoptère. Je m'appelle Alexander van der Rostein, j'habite en Belgique à Bruxelles. J'ai 40 ans, j'ai une trentaine d'années d'expérience en modèle réduit. J'en ai construit des dizaines de modèles, commencé avec le vol libre. Depuis une dizaine d'années, je me suis spécialisé dans tout ce qui est hélicoptère. Et c'est la vague de l'indoor du slow fly qui m'a pris il y a 2 ans, entre autres à cause des articles qui sont parus dans la RCM, dont je vous en félicite. Et voilà, donc il y a 1 an que je me disais, ça doit être possible de faire quelque chose au niveau hélicoptère, à comparer à ce que les gens faisaient en indoor avec les avions. Alors j'ai téléphoné West Technique, donc Monsieur Scholl, le numéro était dans votre magazine. Et on a longuement discuté et là j'ai dit bon, je vais faire une folie, je me fixe sur l'idée que je vais faire un hélicoptère qui pèse, à ce moment-là je disais 120 grammes. C'était le but final et j'ai fait un inventaire de comment le faire, si c'était possible au niveau des vues des poids, les composants, et j'ai commencé à chercher les composants un peu partout dans le monde et le résultat est entre autres ici, il s'appelle Pixel, c'est la 2e version, c'est le 2e prototype, c'est le Pixel 2. Et entre parenthèses Pixel parce que ça fait référence à l'élément graphique le plus petit au niveau informatique, donc juste pour dire que c'est vraiment très petit. Donc il pèse avec la batterie de propulsion tout compris 99 grammes, donc en stationnaire. Il a une autonomie de 2 minutes avec des batteries sélectionnées. Il est tout à fait stable, il a toutes les commandes classiques d'un hélicoptère, je dirais presque grandeur, mais bon, je veux dire les grands frères en radiocommande. Il y a même un gyroscope piezo dedans et 2 cerveaux, 2 régulateurs de vitesse, un récepteur tout à fait normal, mais certainement beaucoup plus petit que la moyenne. Et pour le reste, il a été fabriqué avec toutes des pièces que j'ai fabriquées moi-même, donc à 99% du carbone et juste un peu de balsa pour profiler les pales du rotor. L'anticouple, c'est ça un peu une astuce, que dans le sens que pour faire du léger, il faut essayer de limiter le nombre de composants. C'est ça la théorie de base. Alors pour éviter tout ce qui est la transmission de l'avant vers l'arrière, pour l'anticouple plus les commandes pour l'incidence, j'ai simplement mis un 2e petit moteur ici. Donc il y a un 2e petit moteur, en fait un 3e parce qu'il y en a déjà 2 devant, mais un 3e qui est dédicacé à 100% pour l'anticouple. Et on fait varier la vitesse du rotor d'anticouple en fonction du couple demandé pour commander à gauche ou à droite, en fonction de ce qu'on veut faire en vol.
Alexander nous le prouve sur ses images, avec l'avènement du vol indoor et la miniaturisation extrême des radiocommandes, le jour n'est pas si lointain où nous pourrons tous pratiquer le modélisme dans notre salon.